Salut à tous, déjà je vous souhaite un très joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Enfin là je tourne avant Noël, mais vu le temps que je vais monter une vidéo, on n'est pas à l'abri que je vous la sorte pour Pâques. Enfin bref. Du coup, je vous retrouve sur le chapitre 3. Là j'espère que l'histoire vous plaît pour l'instant. Et moi je la découvre en même temps que vous et j'ai bien hâte de m'y replonger. Alors le chapitre... Ouais non mais j'ai fait exprès en fait. Parce que je me suis dit bon 2 chapitres c'est déjà bien quoi. Donc on peut peut-être faire une vidéo plutôt sur Noël, c'est bien. Alors les sapins, qui sont un petit peu la mascotte de Noël et qui sentent, oui, qui sentent bon la résine de pain un petit peu plastifiée. Putain, le jour où je serai douée moi alors. Bon, on est parti. Après le petit déjeuner, il y a les cours. On nous les dispense par groupe correspondant à nos dortoirs et les professeurs naviguent entre les différentes salles qui étaient sans doute autrefois des chambres à coucher ou des salles à manger. Bref, quelles que soient les activités auxquelles l'ancien propriétaire de la demeure les consacrait, elles servent aujourd'hui de salle de classe. Même si certains dortoirs ne comportent plus que 2 personnes, la séparation initiale est maintenue et nous ne nous mélangeons pas. Étant donné la différence d'âge entre nous, nous travaillons essentiellement à partir de nos manuels scolaires, répondant à des questions de compréhension ou apprenant le français, langue que nous ne pratiquerons jamais. Nous avons 10 minutes de récréation, mais aucune cour où nous pouvons nous dégourdir les jambes. Cette pause est surtout destinée à nous permettre d'aller aux toilettes. Il n'y a pas de retenue, si on ne travaille pas mais qu'on se contente de rester assis sans perturber le cours, les professeurs ne font aucune remarque. Cependant, chacun finit par se mettre au travail pour que la matinée passe plus vite. Rester simplement assis sur une chaise et s'abandonner à ses pensées pendant 4 heures, c'est long, surtout quand celles qu'on médite sont peu joyeuses. Les enseignants sont tous d'âge moyen et cela m'intrigue. Mais peut-être leur est-il plus facile d'entretenir une distance avec nous que cela ne le serait pour de plus jeunes professeurs. Nous ne connaissons pas leur nom, appelez-moi simplement monsieur ou madame si vous avez besoin d'aide. J'ai l'impression qu'ils s'ennuient autant que nous. Ils sont assis à leur bureau et nous scrutent attendant que nous posions une question, mais la plupart du temps, quand nous butons sur une difficulté, nous passons à l'exercice suivant. Ou bien, une fois dans notre dortoir, nous nous adressons à Louis. Les livres scolaires que nous utilisons sont vieux, leurs publications remontent à plus de 20 ou 30 ans par rapport à ceux dont nous servions à l'école, et je crois que ce n'est pas fortuit. Les professeurs, eux, qui regagnent leur quartier dès la fin des cours, finiront par sortir de cet endroit. Parfois, je les surprends en train de nous observer, comme si nous étions des animaux dans un zoo. Je n'arrive jamais à déchiffrer leur regard. Est-ce de la fascination ou de la peur? Peut-être un peu des deux. J'imagine qu'ils guettent également l'apparition des symptômes, tout comme les infirmières. Les professeurs parlent-ils de nous le soir? Parient-ils sur celui qui sera le suivant à partir? Ou bien désignent-ils ceux dont ils souhaitent se débarrasser? J'ai souvent envie de lancer des boulettes de papier dans la direction d'Ashley pour voir si j'arrive à le viser, mais je n'en ai jamais le cran. Outre mon peu de dégoût pour le désordre, je suppose que s'aller à la classe est le plus sûr moyen d'attirer l'attention de Matron. Or, je ne souhaite pas être un fauteur de troubles ni me faire remarquer. À la plage, je griffonne des questions sur du papier et j'attends que la matinée s'écoule. Le soleil s'est caché lorsque nous avons terminé notre déjeuner et que nous nous précipitons comme une armée de rats dans les vastes corridors de la demeure. Il ne fait pas froid, mais il pleut depuis des jours maintenant. Non que j'ai envie de sortir, je suis fatiguée. Louis et Will se sont installés à une petite table dans un coin de la salle commune, par ailleurs peu fréquentée, et sont penchés sur un échiquier en plastique. Louis explique consciencieusement comment chaque pièce se déplace, tandis que Will le regarde d'un air perdu. La pièce commune est un lieu étrange, hors du temps, comme le reste du manoir d'ailleurs. Elle comporte des étagères remplies de cartons abîmés contenant eux-mêmes des jeux de société, ainsi qu'un vieux tourne-disque dont personne ne sait se servir. Un peu plus loin, dans la bibliothèque, Eleanor est recroquevillée devant le radiateur, un livre à la main. 2 garçons jouent aux cartes assis en tailleur par terre près d'elle, sans lui prêter attention. Elle lit une édition poche à la couverture colorée et aux pages jaunies, tout en tirant sur une mèche de ses cheveux. Elle est complètement absorbée par le monde qui prend vie sur le papier. Je suis tentée de choisir un livre, moi aussi, mais aucun ne retient mon attention. Je lisais peu avant, même pour l'école. Maintenant, la lecture me semble une épreuve. Et puis, je n'ai pas envie de lire des choses que je ne connaîtrai jamais. Cela ne servirait qu'à nourrir la boule noire au fond de mon estomac. Ashley se trouve dans la salle d'art plastique, penchée sur une feuille de papier canson, une boîte de feutre à côté de lui. Harriet est en train de peindre un vase vide qu'elle a représenté sur une table entourée de livres. Elle tire la langue, concentrée sur l'univers qu'elle est en train de créer. Ashley me jette des coups d'œil et hoche la tête d'un air mystérieux. Je me demande bien ce qu'il est en train de dessiner. Je les abandonne à leurs occupations. Je reste quelques instants dans le couloir à regarder la pluie tomber, appuyée sur le rebord de la fenêtre, à la peinture écaillée. Les jardins sont vides, le vieux chêne au milieu est immobile, aucun souffle de vent ne fait onduler ses feuilles. Je dirais qu'il m'observe et attend quelque chose. Dans le calme qui règne autour de moi, j'entends mon cœur battre. Égrénant avec rage les secondes du temps qui s'écoule, mes yeux me piquent. J'ai besoin de dormir. Je me fiche d'être fatiguée ou de m'ennuyer puisque de toute façon je m'ennuie toujours.
Je me demande parfois si je n'aime pas l'ennui parce que cette sensation donne l'impression que le temps passe plus lentement. La poitrine généreuse de Julie McKendrick s'impose à mon esprit et je me réfugie aux toilettes. Je me plonge dans le souvenir de ses t-shirts au décolleté suggestif et de ses shorts si courts qu'ils dévoilent la naissance de ses fesses. Parfois je m'inquiète car je n'arrive pas à me rappeler clairement son visage alors que je ne suis ici que depuis un mois ou à peu près. Je me concentre sur ses seins et son postérieur, sur sa peau chaude et je glisse dans un monde imaginaire où elle est presque nue et s'enroule autour de moi. Soudain mes doigts sont en elle et je sens son souffle tiède caresser mon oreille tandis qu'elle me répète combien elle aime ça et m'énumère tout ce qu'elle compte me faire. Sans réfléchir à me prendre sa bouche, j'ignore si Julie McKendrick a déjà fait une fellation, mais désormais elle est pour moi à moitié Julie, à moitié une actrice porno du monde d'avant, dans un film que j'avais vu et dont j'avais ri en compagnie des garçons de l'école. Je l'avais aussi visionné tout seul en haletant. Qu'importe ce que je peux faire avec Julie en imagination, elle ne le saura jamais. J'avoue, je pensais que c'était un livre d'horreur. On se retrouve sur un livre qui parle de sexe, quoi. Après quoi, la fatigue me submerge vraiment et je me dirige vers le dortoir. J'enferme la porte et grimpe dans mon lit. Je ne me mets pas sous la couverture car la chaleur est telle dans la journée au manoir qu'elle vous rend somnolent quel que soit le temps. Je bâille et mes yeux se ferment. Je dors toujours après le déjeuner. C'est une habitude et les autres ne me dérangent jamais. De toute façon, je n'ai pas envie de les fréquenter. À quoi bon? Cela n'aura aucun sens. Et soudain, juste avant que je ne glisse dans le néant, une phrase s'imprime dans mes pensées. Ils disent que ça fait saigner les yeux. Je suis si profondément endormie que lorsque la cloche me réveille, je crois l'espace d'un instant que je suis de retour à l'école et qu'une alarme incendie s'est déclenchée. Je me précipite hors du lit et regarde autour de moi confus jusqu'à ce que je comprenne où je suis. Je cligne des yeux, pas encore prêt à sortir de la chambre, et la cloche se tait. Matrone et les infirmières ont beau donner l'impression de se volatiliser une bonne partie de la journée, comme happées par les murs du manoir, elles n'en restent pas moins responsables de chaque enfant, et telles des fantômes, elles nous observent tranquillement, sans que nous percevions réellement leur présence. Je m'étire et me dirige vers la porte. Dans l'escalier à mi-chemin, je croise l'ensemble des gamins qui arrivent dans l'autre sens, bavardant avec excitation. Nous devons rester dans nos chambres, annonce Will, jusqu'à ce qu'on nous appelle pour le thé. Il passe en courant devant moi, Louis sur ses talons, et la fatigue que je ressens s'évanouit face à l'énergie qu'il dégage. L'escalier résonne des pas des élèves regagnant leur dortoir. Pendant quelques minutes, le manoir est vivant. Les infirmières surgissent et se postent à chaque palier. Elles nous suivent attentivement des yeux, sans nous sourire ni même nous prodiguer quelques mots d'encouragement. Ce n'est pas leur rôle. Ashley est le dernier, et quand il referme la porte du dortoir, le reste d'entre nous est déjà scotché à la fenêtre. Regardez, dit Louis si proche de la vitre que son haleine y forme de la buée. Il y a des nouveaux qui arrivent, c'est l'explication. 2 vannes noires sont garées à l'extérieur, juste devant l'entrée du manoir. Une personne se tient sur les marches sous un grand parapluie et nous savons tous que c'est Matrone. C'est elle qui nous a accueillis lorsque nous sommes arrivés. Il y avait un bien plus grand nombre de vannes alors. Ils formaient un cortège interminable, 8 ou 9 d'entre eux stationnés derrière les hautes grilles électriques au bout de l'allée. De nouveaux gamins, commente Will, la respiration bruyante, les yeux écarquillés. Nous sommes habitués à ce que notre effectif baisse, mais pas le contraire. Tu peux voir combien ils sont, demande Ashley en touchant la vitre de ses doigts maculés de feutre vert. Même lui est intrigué. Bien que tous trouvent des activités pour remplir leurs après-midi, en réalité ils s'ennuient autant que moi. En bas, la portail d'une camionnette se referme, mais Matrone, avec son immense parapluie, nous obstrue la vue. Je me demande bien d'où ils viennent, s'interroge Louis, pensant manifestement déjà à son inutile collecte de données. On va leur servir le discours d'arrivée dans une minute, j'imagine, déclare Will, comme à nous. Ses jambes étaient toutes raides quand il est descendu du van. Les hommes en uniforme qu'il avait arraché au bras de sa mère en pleurs et attaché au siège lui avaient injecté un produit, tandis que la camionnette s'éloignait à toute vitesse, de sorte que le voyage s'était déroulé comme dans un brouillard. Il n'avait pas dormi, mais il n'avait pas non plus éprouvé le besoin de parler. À un moment, il avait eu la sensation de faire un mauvais rêve, et peu à peu les effets de la drogue s'étaient dissipés. Le véhicule ne comportait aucune fenêtre, mais il avait entendu le vombrissement d'un moteur plus puissant, puis le clapotis des vagues. Enfin, le van avait redémarré et de l'air plus frais s'était faufilé à l'intérieur. Il avait alors posé des questions aux hommes qui l'accompagnaient, mais ceux-ci n'avaient pas répondu, regardant droit devant eux comme s'ils n'existaient pas. Il avait fini par renoncer. Les hommes n'étaient pas descendus de la camionnette avec lui, le laissant seul dans l'ombre d'un manoir qui le surplombait. Puis d'autres vannes étaient arrivées. 3 enfants étaient descendus du premier, et en les regardant, il s'était demandé si son propre visage reflétait le même masque de nervosité que le leur. En face d'eux se trouvait une femme vêtue d'un uniforme blanc amidonné. Une fois le dernier véhicule vide, elle les avait tous conduits à l'intérieur de la demeure. Elle les avait rassemblés dans la salle à manger,
Une quinzaine de réfugiés sans valise, avec pour seul vêtement ce qu'ils portaient sur eux. La femme, plantée devant eux, attendit patiemment qu'on leur serve des verres de jus de fruits qu'ils burent tous, puis elle recule silence. Il doit y avoir une erreur, avait dit le garçon qui se trouvait à côté de lui. Mes résultats ont été confondus avec ceux d'un autre. Il avait environ 13 ans, il était mince et portait un t-shirt noir trop grand pour lui. Il s'appelait Henri et serait le premier à être emporté durant la nuit. Il n'y avait pas d'erreur à son sujet. Sa voix tremblait tandis qu'il essayait de montrer de l'assurance. Il était manifestement effrayé. Quelqu'un pouffa derrière lui et d'autres l'imitèrent, Toby y compris. Des regards furent échangés, des liens se créèrent sur le champ, même si chacun au fond de lui pensait exactement ce que Henri venait de formuler à haute voix. « Vous m'appellerez matrone », lança la femme, comme si elle n'avait pas entendu les revendications de Henri. « Vous êtes ici parce que vos tests sanguins ont montré que vous étiez porteur actif du gène déficient. Vous êtes des déficients. Est-ce que je dois vous expliquer ce que cela signifie ?» Son ton n'était ni affable ni revêche, mais correspondait tout à fait à son visage et son expression neutre. Un autre gloussement nerveux parcourut l'audience. Tous savaient ce que cela signifiait, même s'ils n'arrivaient pas à croire que c'était tombé sur eux. Toby n'avait jamais connu personne dont le test était positif. C'était si rare de nos jours, lui répétait souvent sa mère. Désormais, votre foyer est ici. Les vêtements et la nourriture vous seront fournis, tout comme on vous proposera des activités pour vous distraire. Vous pourrez jouer dans le parc du manoir si vous le souhaitez. Vous devrez vous acquitter de certaines tâches, tout comme à la maison, et une liste affichée dans le hall vous permettra de connaître celles qui vous sont attribuées. Vous changerez vos draps une fois par semaine. Le drap du dessus deviendra celui du dessous, et celui du dessous sera déposé dans un sac à linge dédié à cet effet. Des cours vous seront dispensés chaque matin. Putain, c'est pas vrai, s'exclama quelqu'un. De nouveau des rires éclatèrent. Toby regarda celui qui venait de s'exprimer et remarqua que ses yeux brillaient. Contrairement à lui, ce garçon n'affichait aucun signe de nervosité. C'était une grande gueule. Ça se voyait rien que dans sa façon de se tenir. Il avait fourré un paquet de cigarettes dans la poche arrière de son jean. Toby n'avait pas encore remarqué le symbole inscrit par rasage dans ses cheveux. Mais Jack revendiquait déjà nettement le droit de faire la pluie et le beau temps parmi cette armée de jeunes condamnés. Ni les infirmières ni moi, sauf en cas d'urgence, ne nous mêlerons de la façon dont vous passez le temps. Notre rôle consiste à nous assurer que vous ne manquiez de rien et que vous êtes installés confortablement. Nous veillerons à ce que vous restiez en bonne santé autant que nous le pourrons. Les ricanements cessèrent, tandis qu'une sorte de surréalité se coulait tout autour de nous. Ce n'était pas de la panique, mais plutôt comme s'ils venaient d'être effleurés par l'écume d'un océan de peur qui se déployait soudain devant eux. Pour la première fois, Toby se demanda s'il n'y avait pas de la drogue dans le jus d'orange. Du chapitre 3. Donc on n'apprend pas grand-chose dans le chapitre 3, alors c'est pas du tout fait pour la période de Noël, on est d'accord là-dessus. C'est glauque. Donc là on vient de retourner un peu dans le passé pour voir le moment où ils sont arrivés dans le manoir, tous ensemble. Donc on sait qu'il y en a déjà certains qui ont disparu ou qui sont morts. Et on apprend un petit peu leur quotidien. C'est un peu bizarre de toute façon leur donner des cours, en plus avec des livres qui ne sont plus étudiés depuis 20-30 ans. Et en plus ils ont des problèmes de santé qui sont censés mourir, c'est vrai qu'il n'y a pas tant que ça d'intérêt à leur donner des cours, sûrement pour les occuper un peu. C'est assez glauque cette ambiance avec ces infirmières et matrones qui font que les surveiller mais qui ne s'occupent pas d'eux. On leur donne pas le nom de leur instituteur. On parle toujours du gène des déficients. J'ai l'impression qu'on est dans une suite de divergents, ou un univers parallèle, peut-être un avant divergent. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite de très belles fêtes. Je fais hyper bien le zoo.